Salut à tous, les mordus de bagnole, les bricoleurs du dimanche et les fans de Wheeler Dealer. Automobile aujourd'hui, on va plonger dans une saga qui a marqué l'histoire de la télévision automobile. Le départ mystérieux d'Ed Sheena, le génie aux gants oranges, de l'émission culte Wheeler Dealer. Pas de grand adieu dramatique, pas de dispute explosive, juste un silence qui a laissé des millions de fans perplexes. Pourquoi Ed, le cœur technique du show, a-t-il décidé de tourner le dos à une émission qu'il avait aidé à construire? Était-ce un clash créatif, une quête personnelle, ou quelque chose de bien plus complexe? Attachez vos ceintures, prenez votre clé à molette, et embarquez avec moi pour démonter cette histoire pièce par pièce, boulon par boulon. Et croyez-moi, on va creuser profond, c'est une vidéo spéciale, alors restez jusqu'à la fin pour des révélations et une question qui va vous faire réagir en commentaire. Pour comprendre pourquoi le départ d'Ed Sheena a eu un tel impact, il faut remonter à ses débuts. Né le 9 mai 1971 à Londres, Ed grandit dans le calme verdoyant du Surrey, une banlieue où les rues tranquilles cachaient un terrain de jeu inattendu, des moteurs, des engrenages et des machines en tout genre. Dès son plus jeune âge, Ed n'était pas du genre à accepter le statu quo. Si quelque chose fonctionnait, il voulait savoir comment. Si ça ne fonctionnait pas, il voulait savoir pourquoi et surtout, comment le réparer. Imaginez un gamin de 10 ans, démontant la tondeuse à gazon du voisin juste pour voir ce qu'il y a dedans. C'était Ed, déjà un ingénieur dans l'âme. Sa curiosité n'était pas seulement technique, elle était créative. À l'adolescence, il bricolait des vélos, des motos, et même des vieux scooters abandonnés, transformant des épaves en machines uniques. Ce n'était pas juste réparer. Pour Ed, chaque boulon, chaque câble, était une opportunité de réimaginer ce qu'une machine pouvait être. Cette passion l'a conduit à la South Bank University de Londres, où il a étudié le design de produits et l'ingénierie. Mais Ed n'était pas là pour cocher des cases ou obtenir un diplôme. Pendant que ses camarades planchaient sur des projets standards, des plans 2D bien sages pour des objets prévisibles, Ed voyait plus grand. Il voulait créer des choses qui surprennent, qui amusent, qui défient les attentes. Et c'est là qu'on arrive à l'une des créations les plus folles et emblématiques d'Ed, le Casual Lofa. Oui, vous avez bien entendu, un canapé roulant. Pas juste un meuble avec des roues pour le fun, mais un véritable véhicule motorisé, homologué pour la route, avec un moteur, un système de direction, des freins, et même une plaque d'immatriculation. Imaginez la tête des passants quand Ed traversait Londres sur son canapé à 20 km/h, un sourire malicieux aux lèvres. Ce projet, aussi absurde qu'ingénieux, n'était pas juste un coup de pub. Il montrait qui était Ed, un homme qui voyait le potentiel là où les autres voyaient des limites. Le Casual Lofa a attiré l'attention des médias, des curieux, et même des organisateurs de records du monde. Il a posé les bases de ce qui allait devenir la marque de fabrique d'Ed, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Mais le canapé roulant n'était que le début. En 1999, à seulement 28 ans, Ed a fondé sa première entreprise, Comfy Banana Limited. Le nom en dit long, ludique, décalé, mais sérieux dans son ambition. Cette société était dédiée à la création de machines aussi farfelues que fonctionnelles. Des caddies de supermarchés motorisés au cabanon roulant, chaque projet était une déclaration d'amour à la mécanique et à l'innovation. L'un des plus marquants? Le World's Fastest Shed, un cabanon de jardin capable de dépasser les 100 km/h. Ce n'était pas juste un gadget, c'était une prouesse d'ingénierie, reconnue par un record du monde Guinness. Ces projets ont valu à Ed une réputation croissante, non seulement comme mécanicien, mais comme un véritable visionnaire. En parallèle, Ed a ouvert un garage à Bracknell, appelé Grease Junkie. Ce n'était pas un simple atelier de réparation. C'était un laboratoire d'idées, un endroit où les voitures n'étaient pas juste réparées, mais transformées. Les clients venaient pour une vidange et repartaient avec une histoire. Ed testait des prototypes, expérimentait avec des pièces, et parfois, il ajoutait une touche de magie à une vieille Mini ou une Ford Escort. Ce garage était son terrain de jeu, et il allait bientôt devenir la rampe de lancement pour quelque chose de bien plus grand. En 2003, une nouvelle émission voit le jour sur une chaîne britannique encore peu connue, Wheeler Dealer. L'idée est simple mais géniale. Acheter des voitures classiques à bas prix, les restaurer avec soin et les revendre avec un bénéfice. Mais pour que ça fonctionne, il fallait deux ingrédients essentiels, un négociant charismatique et un mécanicien hors pair. Entrez Mike Brewer et Ed Sheena. Mike, avec son bagou et son flair pour dénicher des pépites, était le visage commercial de l'émission. Il parcourait les petites annonces, négociait avec des vendeurs, et ramenait des voitures souvent dans un état pitoyable. Mais c'était Ed qui donnait vie à ces épaves.
Avec ses gants orange emblématiques, il transformait des tas de rouille en chef-d'œuvre roulant. Dès le premier épisode, la magie opère. Mike et Ed forment un duo complémentaire. L'un parle vite, l'autre prend son temps. L'un chasse les bonnes affaires, l'autre redonne vie aux machines. Ce qui rendait Wheeler Dealer si spécial, c'était son authenticité. À une époque où la télé-réalité misait sur le drame et l'exagération, cette émission jouait la carte de la simplicité. Pas de conflit mis en scène, pas de crise fabriquée. Juste deux passionnés qui faisaient ce qu'ils aimaient. Ed, en particulier, brillait par sa pédagogie. Quand il réparait un étrier de frein grippé ou un carburateur encrassé, il expliquait chaque étape avec une clarté désarmante. Il ne parlait pas comme un prof, mais comme un ami qui vous guide. Les téléspectateurs, qu'ils soient mécaniciens aguerris ou novices complets, se sentaient inclus. Prenez l'épisode de la Volkswagen Coccinelle de 1963, par exemple. La voiture était une ruine, peinture écaillée, moteur tout sautant, intérieur déchiré. Mike l'avait achetée pour une bouchée de pain, mais tout le monde doutait qu'elle puisse être sauvée. Ed, lui, n'a pas hésité. Il a démonté le moteur pièce par pièce, expliquant comment nettoyer les injecteurs, remplacer les joints et ajuster la suspension. À l'écran, on voyait son calme, sa précision, et cette lueur dans les yeux quand il parlait d'un boulon particulièrement récalcitrant. À la fin, la coccinelle ronronnait comme neuve, et les téléspectateurs avaient l'impression d'avoir appris quelque chose. Au fil des saisons, Wheeler Dealer est passé d'un petit show britannique à un phénomène mondial. Diffusée dans plus de 100 pays, traduite en plusieurs langues, l'émission attirait des millions de fans. Des parents regardaient avec leurs enfants, des bricoleurs prenaient des notes, et même ceux qui n'avaient jamais touché une clé à molette se mettaient à rêver de retaper une vieille Triumph ou une MG. Ed était au cœur de cette magie. Il rendait la mécanique accessible, presque poétique. Il ne se contentait pas de réparer. Il enseignait, il inspirait. Et c'est cette connexion avec le public qui allait rendre son départ si douloureux. Le succès a un prix. À mesure que Wheeler Dealer grandissait, l'émission changeait. Ce qui avait commencé comme un projet artisanal dans un garage britannique devenait une machine bien huilée, avec des sponsors, des budgets plus gros et des attentes toujours plus élevées. À la 9e saison, en 2012, une décision majeure est prise. La production déménage en Californie. Sur le papier, c'était une opportunité en or. Les États-Unis, c'est le paradis des voitures classiques, des Mustangs, des Corvettes, des Camaro à chaque coin de rue. Le climat ensoleillé de la Californie offrait des conditions idéales pour filmer, et le marché américain promettait une audience massive. Pour les producteurs, c'était une évolution logique. Pour Ed, c'était le début d'un problème. Le nouvel atelier en Californie était impressionnant. Des outils flambant neufs, des espaces immenses, des muscles-cars rutilantes alignés comme des œuvres d'art. Mais derrière la façade, le rythme de production s'accélérait. Les épisodes, autrefois tournés avec une certaine liberté, étaient maintenant soumis à des délais stricts. Les sponsors exigeaient plus de visibilité, les chaînes voulaient plus de contenu, plus vite. Et les réparations, le cœur même de l'émission, en payaient le prix. Avant, une séquence où Ed démontait un moteur pouvait durer 10 minutes, avec des explications détaillées sur chaque étape. Maintenant, ces moments étaient réduits à des montages accélérés de 90 secondes, accompagnés d'une voix off lisse. Les fans ont commencé à le remarquer. Sur les forums, les commentaires se multipliaient. Où sont passés les tutoriels d'Ed? Pourquoi tout va si vite? Ed lui-même sentait que l'âme de l'émission s'effilochait. Il voulait enseigner, pas juste performer. Il a essayé de résister. Après les heures de tournage, il restait dans l'atelier, filmant des gros plans supplémentaires, espérant qu'ils seraient gardés au montage. Il discutait avec les producteurs, plaidant pour plus de temps pour montrer les réparations en détail. Mais la réalité de la télévision commerciale était implacable. Les sponsors voulaient des placements de produits, les chaînes voulaient des épisodes plus courts, plus dynamiques, plus sexy. Pour Ed, c'était une trahison de ce qui faisait Wheeler Dealer unique. Mike Brewer, de son côté, se retrouvait dans une position délicate. En tant que visage commercial de l'émission, il comprenait les exigences de la production. La télévision évoluait, le public demandait du rythme, et l'émission devait s'adapter pour survivre. Mais il voyait aussi à quel point Ed tenait à l'authenticité. Mike a tenté de jouer les médiateurs, soutenant Ed tout en négociant avec les producteurs. Mais la tension montait, comme une pression dans un moteur mal réglé. Quelque chose allait céder. En mars 2017, tout bascule. Sans tambour ni trompette,
Ed publie une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube personnelle, intitulée I'm Living Wheeler Dealer. Pas de musique dramatique, pas de mise en scène. Juste Ed, assis à un bureau, ses gants orange posés à côté de lui, expliquant calmement sa décision. Dans cette vidéo, il ne pointe personne du doigt, mais il est clair, l'émission change, et pas dans le sens qu'il peut soutenir. Les séquences en atelier, celles où il expliquait chaque réparation avec soin, étaient progressivement sacrifiées. Les producteurs voulaient des épisodes plus courts, plus accessibles, au détriment de la profondeur technique. Pour Ed, c'était plus qu'une question de format. C'était une question de valeur. Il avait bâti sa réputation sur la transparence, sur l'idée de montrer des réparations réelles, en temps réel. Il n'était pas là pour jouer un rôle, mais pour partager une passion. Je ne pouvais plus continuer, dit-il, avec une sérénité qui cachait une profonde conviction. Il remercie les fans, Mike et même la chaîne, mais le message est clair, il préfère partir que de compromettre son travail. La réaction est immédiate. En quelques heures, la vidéo atteint des centaines de milliers de vues. En quelques jours, elle dépasse le million. Les forums automobiles, les groupes Facebook, les fils Reddit s'enflamment. Les fans sont sous le choc. Pour beaucoup, Ed était wheeler dealer. Sa patience, son expertise, sa façon de rendre la mécanique accessible avait créé un lien unique avec le public. Mais la tristesse se transforme vite en colère. Une partie des fans commence à chercher un coupable, et beaucoup se tournent vers Mike Brewer. Les accusations fusent. Mike n'aurait pas assez défendu Ed, il aurait cédé au producteur, il aurait laissé l'émission perdre son âme. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Certains commentaires vont trop loin, visant même la famille de Mike. Ce qui était une déception de fans se transforme en une vague de haine. Mike, blessé, finit par répondre dans un podcast. Il n'y a pas eu de dispute, dit-il. Ed a fait un choix. Un gars a quitté son boulot, c'est tout. Ils racontent leur dernière rencontre, dans un bar d'hôtel à Paris, où ils ont partagé des verres et ri ensemble. Pas de conflit, pas de rancune. Mais la tempête médiatique a laissé des traces. 6 jours après sa première vidéo, Ed en publie une seconde. Cette fois, il ne parle pas de l'émission, mais de Mike. Il condamne fermement les attaques contre son ancien collègue, rappelant que Wheeler Dealer était un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions des producteurs. C'était un geste noble, mais la fracture était là. L'émission devait continuer, sans Ed. Ed ne disparaît pas après Wheeler Dealer. Il rebondit, et comment? Sur YouTube, il lance Garage Revival, puis Ed Shina's Workshop Diaries. Libéré des contraintes de la télévision, il retrouve son élément, un atelier, des outils, et du temps pour expliquer chaque étape d'une réparation. Ces vidéos, souvent longues de 20 à 40 minutes, plongent dans les détails techniques. Comment restaurer une batterie de véhicule électrique, réparer un différentiel, ou même reconstruire un canapé motorisé. Les fans adorent. En quelques mois, sa chaîne dépasse le demi-million d'abonnés. Ed impose ses règles. Pas de sponsors imposés, pas de coupes inutiles, pas de compromis sur la qualité. Ses vidéos ne suivent pas un calendrier strict. Parfois, il publie chaque semaine, d'autres fois, il prend un mois pour peaufiner un projet. Mais les fans ne s'en plaignent pas. Ils savent que chaque épisode vaut l'attente. Pendant ce temps, Wheeler Dealer continue. En 2018, Anne Tansted, un ancien policier devenu mécanicien, prend la relève. Sympathique et compétent, il apporte un style différent, plus rapide, plus direct. Mais il hérite d'un fardeau, être comparé à Ed. Chaque boulon serré, chaque réparation est scrutée par les fans, qui regrettent les explications patientes d'Ed. En 2020, Ant quitte l'émission, remplacé par Mark Elvis Priestley, un ancien mécanicien de Formule 1. L'émission retrouve ses racines britanniques, avec un nouvel atelier au Royaume-Uni. Les audiences restent solides, mais la communauté est divisée. Certains adoptent le nouveau rythme, plus léger, d'autres rêvent du retour d'Ed. Et les rumeurs de retrouvailles? Elles n'ont jamais cessé. En 2023, une photo de Mike et Ed au même salon automobile fait le buzz. Les fans spéculent sur un épisode spécial pour les 20 ans de l'émission. Mike, avec son sourire habituel, lâche un ne jamais dire jamais. Ed, dans un live, répond avec un clin d'œil, seulement si on montre chaque boulon. Pas un oui, mais pas un non. Aujourd'hui, Ed explore des projets futuristes, comme des taxis à hydrogène, tandis que Mike pousse Wheeler Dealer vers sa 20e saison. Il se mentionne rarement, mais toujours avec respect.
Leur histoire commune, faite de passion, de désaccords et d'un amour partagé pour les voitures, continue d'inspirer. Et voilà, l'histoire d'Ed Sheena et de Wheeler Dealer, une saga de passion, de principes et de routes divergentes. Ed et Mike ont marqué la télé automobile, chacun à leur manière. Alors, dites-nous en commentaire, êtes-vous Team Ed, amoureux des détails techniques, ou Team Mike, fan des deals audacieux? Et pensez-vous qu'ils se retrouveront un jour dans le même garage? Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec vos potes passionnés de bagnole. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires qui font vrombir les moteurs.